Merci, Katrina, stratégique, sans compromis. Merci de ces propos aimables de présentation. J'apprécie d'être avec vous aujourd'hui. Ce sont mes allocutions préférées lorsque je parle aux personnes qui travaillent dans le secteur et qui appuient les politiques permettant de développer les choses dans le secteur. Donc, j'espère que mes paroles auront du sens pour vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par rendre un hommage aux aînés, passés et présents, du territoire des Mississauga, de la nation du Credit, des Anishinabek, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat, visés par le traité de 2013. J'exprime ma sincère gratitude pour le privilège de visiter ce pays aujourd'hui. Et j'essaie toujours de personnaliser les, la reconnaissance du territoire et de trouver les manières non biaisées de pouvoir nous réconcilier avec les peuples autochtones et j'essaie de voir comment nous pouvons, en nous dirigeant vers l'avenir, en regardant vers l'avenir, mieux agir. C'est mon engagement envers la réconciliation et ma pratique vise à aussi recueillir des données et à les analyser de manière à comprendre les oppressions structurelles et à mettre de l'avant ces réflexions. Alors, quelques remarques pour établir un peu le terrain. Plusieurs des années, d'entre vous travaillez dans le domaine depuis des années pour tenir compte des traumatismes et de la violence dans vos travaux. Donc, vous saurez de quoi je parle dès le départ, d'emblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les soins tenant compte de la violence, des traumatismes et de la violence, les STCTV. Alors, ces soins sont formés dans notre réflexion de manière très spéciale, de manière précise. Et je vais revenir un peu là-dessus. Combien d'entre vous comprennent un peu ou ressentent un peu ce qui est écrit sur cette diapo? J'ai fait pas mal de conférences sur la question avant la COVID et pendant la COVID. Et le traumatisme vicarien au secondaire, c'est probablement un des symptômes les plus importants que l'on voit chez les gens qui travaillent dans le secteur. Et les gens de première ligne n'ont pas elles-mêmes de système de soins. Donc, et pour moi, les STCTV, les soins tenant compte des traumatismes et de la violence, doivent s'appliquer à tout le monde pour sécuriser l'ensemble du milieu. Alors, je ne veux pas théoriser, mais il faut voir comment la détresse peut se produire. Et voici deux outils qui sont au bas de la diapo. Et tout ce que je montre ici sera disponible par la suite. Alors, il s'agit d'outils pour permettre au personnel qui vit le traumatisme vicarien. Donc, si vous travaillez donc avec les survivantes, avec les horreurs que l'on voit finalement, ça a un effet. Et nous avons, pour la plupart d'entre nous, des façons de gérer donc le traumatisme secondaire ou vicarien. Puis, il y a d'autres enjeux. Il y a la détresse morale. Donc, le fait que l'on sait ce que l'on devrait faire pour une survivante, mais on ne peut y arriver parce que l'organisation ne donne pas le temps ou les ressources pour le faire, parce que souvent, on est étiré ou parce que le système, en général, n'offre pas ces solutions aux survivants. Et ça use et ça crée une détresse morale, particulièrement si ça arrive au quotidien, jour après jour. Et il y a la détresse structurelle également. Les préjudices qui peuvent découler, par exemple, du milieu de travail où il y a de la violence en milieu de travail, où je ne veux pas blâmer les dirigeants, parce que chez nous, dans mon système, on ne blâme personne, mais il s'agit de reconnaître les structures
qui nous permettent de faire le travail correctement ou non. Donc, la détresse structurelle, c'est des heures absolument ridicules de travail, des heures supplémentaires obligatoires, pas d'équilibre travail-famille, etc. Puis, il y a un nouveau concept dont on parle, c'est la violence structurelle vicariante. C'est là où on essaie d'obtenir des services, par exemple en santé mentale ou en dépendance pour le client. Et on voit que de l'autre côté, la personne hésite, est problématique. Et vous voyez les obstacles aussi que cette personne a intégrés. La stigmatisation, la discrimination. Et ce sont des choses que vous ne pouvez contrôler aucunement. Et ce n'est pas un traumatisme direct, mais c'est une violence structurelle avec quoi vit la personne devant vous. Alors, nous travaillons aussi à offrir des interventions pour les travailleuses, pour les intervenantes de première ligne, afin de nous protéger. Et il y a une étude que j'ai faite il y a quelques années. Il n'y a pas assez vraiment de thé au monde qui va régler la patriarchie. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas boire assez de thé pour régler ça. Il ne s'agit pas donc d'aller faire une pause lorsqu'on n'a jamais de pause, lorsque personne nous offre une pause. Alors, ça, c'est essentiel à comprendre. Et il y a la question de l'épuisement professionnel, mais c'est aussi d'être usé par le système. Ce n'est pas un échec personnel, c'est simplement d'être utilisé, de se sentir utilisé par le système, drainé. Et c'est beaucoup plus vrai que simplement dire un épuisement professionnel. Et il faut évidemment tenir compte des traumatismes et de la violence, mais il ne faut pas non plus fixer dans son esprit des éléments du langage qui pourraient exacerber. Lorsque l'on parle, par exemple, de première ligne, oui, vous êtes en première ligne, c'est vrai, mais on dirait qu'on est presque comme dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Alors, il ne faut pas parler de personnes en les dévaluant. Mais si vous vous sentez aux premières lignes, je vous offre mon respect et j'espère que vos gestionnaires le font également. Moi, je trouve que vous êtes des professionnels, des intervenantes professionnelles. Bon, l'autre élément, le concept important ici, c'est que les STCV, donc les soins tenant compte des traumatismes et de la violence, font partie de soins qui sont axés sur l'équité, la recherche d'équité. Alors, la violence, c'est la porte par laquelle ces autres concepts, ces autres dimensions entrent dans la notion, particulièrement, par exemple, l'antiracisme, la sécurité culturelle, la réduction des méfaits dans l'utilisation des drogues. Alors, comment on peut accroître la pratique, améliorer la pratique en incluant ces concepts de développement, donc des politiques et des connaissances, par ces compréhensions. Ces problèmes sont d'une telle taille que souvent on se dit, comment moi, en tant que personne, qui interagit avec une survivante, la 5e que j'ai vue aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce que je vous dis, c'est que la façon dont vous interagissez avec cette femme, en ce moment, ça fait partie du changement. Ça fait partie de l'intervention, comme vous faites partie de l'intervention à ce moment-là. Et ça, c'est super important. Donc, vous avez un rôle clé à jouer avec chacune. Puis, il y a des stratégies qui sont adaptées au contexte et sensibles aux iniquités. Et ce qu'on a trouvé dans cette recherche, la mise en œuvre, c'est que ces principes sont assez flexibles, sont souples, et on peut vraiment les utiliser de manière assez simple et dans le pratico-pratique. Et ça fait partie de l'effet probant. Le travail d'équité provient, par exemple, de Equip, et moi, je veux mettre
à l'équité, ces concepts d'être axés sur l'équité dans soins de santé, dans les systèmes d'urgence en santé, dans le système de soins de santé, dans les différents parcours, par exemple, pour les personnes qui sont stigmatisées à titre d'utilisateurs, d'utilisatrices de drogue. Donc, quelles interactions ces personnes ont. Et merci aussi à l'Agence de la santé publique du Canada et aux instituts de recherche en santé du Canada. Et donc, euh, et l'Université Western qui ont aidé à financer ces parties de ce travail. Il y a des applis, par exemple l'appli iHeal, c'est fondé sur les principes dont je viens de parler et nous avons fait du travail à Western qui est un travail, c'est un consortium d'incubateurs et nous avons fait de la recherche, donc c'est devenu donc l'incubateur de connaissances, qui met à l'œuvre ses faits probants. Tout cela met à l'œuvre ses faits probants. Alors, nous avons fait beaucoup de travail sur les traumatismes et comment il faut en tenir compte depuis des années. Ça, c'est basé sur ces travaux-là, où on regarde l'intersection de la violence et des traumatismes, pas seulement sur le traumatisme et l'utilisation de drogue aussi. Je n'ai pas besoin de vous dire de quoi il s'agit lorsqu'on parle de traumatisme. C'est l'expérience d'un ou plusieurs événements négatifs qui menacent la sécurité, la vie ou l'intégrité d'une personne et ça dépasse sa capacité de gérer. Alors, il faut comprendre que ces événements traumatiques sont présents dans des interactions qui suivent par la suite et on va parler de comment ça se manifeste, mais je sais que vous le savez. Le traumatisme peut être aigu, donc résultant d'un événement unique ou chronique et complexe, résultat d'expériences répétées à long terme. Et ça dépasse donc sur le moment et de manière continue. Et ça comprend des réactions telles que le choc, la terreur, la honte et l'impuissance. Donc, combattre, fuir, figer ou apaiser, amadouer. Et alors, donc, il y a la réponse peut dépendre des circonstances de la journée et ça change d'un jour à l'autre chez une personne. Et le traumatisme est une expérience courante. Sondage mondial sur la santé mentale montre, par exemple, dans les zones rouges, c'est plus de 70 au Canada, 76 des adultes ont répondu à ce sondage et ont indiqué avoir des troubles du syndrome du stress post-traumatique. Et voici des exemples. J'ai mis en caractère gras ce qui est plus pertinent pour le type de travail que vous menez, mais il s'agit d'expériences personnelles et situationnelles. Donc, et ce que vous voyez, le cercle à droite, c'est que là où on est dans des situations où on est à plus haut risque de traumatisme interpersonnel, par exemple, ou situationnel. Par exemple, les gens qui ont passé des mois et des mois dans des camps de réfugiés, ça mène plus souvent à des violences sexuelles, à des agressions chez les femmes, chez les enfants. Puis, on arrive au Canada et on est un réfugié. Donc, et ça peut mener à être racialisé, être traité avec un manque de respect, ne pas trouver de logement. Alors, vous voyez que le personnel, l'interpersonnel et le systémique, donc, se manifestent et aussi par les traumatismes collectifs, les traumatismes historiques et actuels. Bon, par exemple, le colonialisme, les pensionnats indiens provenant de la loi sur les Indiens. Alors, il ne s'agit pas simplement d'un effet unique ou d'un effet du passé. Il y a des effets qui sont continus. Et les gens qui proviennent de la santé et la médecine, moi, je suis donc plutôt dans le domaine des soins infirmiers, mais nous savons que les traumatismes réorganisent le cerveau et que sur le temps, ça va changer
physiologie du cerveau. Nous devenons plus euh, donc axés sur donc le euh, tronc cérébral à la fin. Donc, donc, on est axé beaucoup plus sur les réactions donc, de base. Et à la prochaine diapo, vous verrez un code QR où il y a une petite, où il y a une petite vidéo qui est associée à cela. Et on voit donc comment les expériences médicales ont montré que le traumatisme affecte donc la réaction donc limbique. Donc, en Ontario, il y a eu donc des euh, des cas donc chez les athlètes, les jeunes athlètes de hockey. Donc, il y a eu une cause où on a entendu parler des impacts du traumatisme chez donc euh, des personnes qui ont interagi avec et le juge et les avocats ont donc bien compris qu'il fallait qu'ils s'informent davantage. Alors, si nous situons ça, donc encore une fois dans les structures, la réaction au trauma, au traumatisme est une interaction complexe entre certains facteurs génétiques, biologiques et sociaux. Notre résilience, notre force provient d'une capacité d'avoir autour de nous des structures sécurisantes, des personnes sécurisantes. Les gens ont souvent moins accès aux ressources et se sentent plus cloisonnés et c'est un aspect important. Mais la physiologie, évidemment, répond aux expériences de l'enfance et se répercute sur toute la vie. Et lorsque je parle de la résilience structurelle vicariante ou secondaire, bon, comment peut-on, nous, en tant que membres du personnel, en tant que collectivité, en tant que société, comment pouvons-nous bâtir ces soutiens structuraux? Donc, ces relations donc sont extrêmement importantes. Les relations, par exemple, avec un adulte sécurisant chez une jeune personne qui vit des expériences néfastes, ça a énormément d'importance. Alors, ce vidéo-là, ça a été créé par une équipe à McMaster ça montre les liens entre ce qu'on appelle les expériences néfastes dans l'enfance et la fonction cérébrale et le corps et comment le traumatisme est incorporé ou se manifeste dans le corps. Et c'est assez intéressant et je vous recommande de jeter un coup d'œil. Et là, maintenant, on arrive au V, à la violence. Et vous comprenez de quoi je parle ici, mais dans certaines salles, par exemple, je vais parler à la John Howard Society la semaine prochaine et nous allons je vais parler beaucoup de ce V et de la question structurelle et systémique. Mais c'est de là d'où nous parlons. C'est traumatisme complexe et chronique. Donc, souvent, se vivent avec cette violence, ce V-là. Ça brise la confiance et ça brise les attachements. Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, vous vous demandez pourquoi je n'arrive pas à connecter avec cette survivante? C'est pas parce que vous n'êtes pas bonne dans votre travail, c'est parce que cette personne pourrait avoir des expériences qui rendent très difficile ces liens de confiance. Alors, le temps et la souplesse, c'est super important dans ces cas-là. Et lorsqu'on donne beaucoup de temps, c'est peut-être là que le stress commence à baisser. Nous savons aussi que la sécurité est essentielle et cruciale. Et c'est vraiment un aspect central du modèle STCTV. Et parce que tout ce qui est perçu donc à faire avec la sécurité. Et ces expériences sont genrées de plusieurs manières. Par exemple, il n'y a pas autant de services pour les hommes qui vivent la violence entre partenaires intimes, la PVI. Et il y a les normes sociales aussi, selon lesquelles les hommes sont sanctionnés s'ils recherchent un certain type d'aide. Alors, les services n'existent souvent pas et sont genrés
et c'est un obstacle pour les hommes qui recherchent de l'aide. J'ai aussi travaillé plus récemment avec des organismes qui essaient de travailler avec ceux qui causent les auteurs de la violence et du préjudice. Et on voit comment, donc, c'est un domaine vraiment qui en est presque à ses débuts et qui, on le sent, il y a un ressentiment de prendre des ressources de votre secteur à ce secteur-là. Et on sait que lorsqu'on y travaille, on se sent vraiment coupable parce qu'il y a un besoin tel du côté des survivantes. Donc, et il y a aussi des obstacles par rapport au genre et au positionnement social, au sexe, et c'est là où on arrive à la violence, structurelle et systémique, le grand V. Ça, c'est où on trouve les ismes, la stigmatisation, donc et que l'on voit comment les gens sont positionnés dans la société et cela leur donne accès à de la ressource ou non. Par exemple, la mauvaise santé provient souvent de la violence structurelle, de racisme. On sait que le racisme est préjudiciable, on le voit dans les salles d'urgence au Canada. Par exemple, Brian Sinclair qui a été laissé parce que les gens croyaient qu'il buvait. Il n'a jamais bu de sa vie. Le racisme l'a tué finalement. Il faut reconnaître cela. Et on sait aussi que les expériences en violence fondée sur le sexe, VFS, sont également souvent causées par les déterminants sociaux. On voit que les femmes qui vivent, par exemple, dans des mauvaises relations ne veulent pas quitter parce que leur accès à un logement, à une sécurité financière, c'est tellement minime que ces femmes vont choisir de rester pour leurs enfants pour pouvoir leur donner à manger et pouvoir les loger. Alors, il y a tant de complexité et parfois, c'est plus facile de ne pas traiter, de ne pas reconnaître toute cette complexité, mais néanmoins, elle existe. Les soins culturellement sécurisants ou sûrs, bon, c'est un autre élément que j'aimerais mentionner. Il ne s'agit pas de savoir comment les gens célèbrent ou quelle cérémonie ils ont. C'est créer une culture de sécurité dans votre interaction de soins, dans votre environnement de soins. Et ça devrait exister, peu importe comment les gens s'identifient, ceux qui viennent dans votre service. Et une sécurité pour les professionnels aussi, parce qu'avec les gens qui viennent se sentent sécurisés, respectés, et que dans l'environnement et avec les pratiques et les politiques. Ça veut dire que en tant qu'organisme, on doit voir quelles sont les pratiques et politiques pour veiller à ce que ce soit pas des pratiques qui, même par inadvertance, mettent de l'avant ces éléments de discrimination et de stigmatisation. Il faut donc mettre de l'avant des outils qui peuvent aider à comprendre cela de la part des organisations. Alors, recherche des partenariats authentiques basés sur la modestie, l'humilité culturelle. Alors, lorsqu'on met de l'avant des services ou un organisme, par exemple, qui est en quelque part, où se trouve-t-il? Sur quelle terre se trouve-t-il? Qui le comprend? Qui ne le comprend pas dans cet endroit? Alors ça compte tout ça. Et puis, la concept d'usage de substances. On essaie de changer de terminologie et il faut dire que CAPSA, qui est un organisme de personnes qui ayant une expérience vécue d'utilisation de substances et il faut comprendre que l'utilisation de substances peut être bénéfique pour certaines personnes. Il y a un spectre, il y a une échelle, donc, où ça devient de plus en plus préjudiciable. Et ça dépend de chaque personne. Donc, il faut comprendre où les gens se trouvent et concevoir les soins autour des besoins des expériences. Alors, on vient de faire de la recherche London sur notre réponse communautaire à l'itinérance, donc où l'on peut mettre de l'avant
facilement des carrefours, des endroits. Donc, et lorsque les gens y arrivent, après quelque temps, ils commencent à utiliser des services qui les aident à gérer leur utilisation de substances, même si au début, ils n'en avaient aucunement l'intention. Donc, par le fait de des soins donc qui tiennent compte d'où ils en sont. On a parlé justement au conseil municipal de cela récemment et ça montre bien pour montrer à quel point ça aide cette notion, ce concept. Et c'est un changement très important et il faut vraiment y penser. La réduction des méfaits, c'est une stratégie. Parce que dans notre secteur, on parle souvent de sécurité, de sûreté, et parce que la STCTV, c'est pour être sécurisant. Et j'aimerais parler de réduction des méfaits, donc plutôt que de toxicomanie. Alors, et dans la ville de London et toute la réponse, nous avons plutôt utilisé la santé en utilisation des substances plutôt que la réduction des méfaits. Mais il faut se rappeler tout de même que tout ce que l'on fait, c'est la réduction des méfaits. Les ceintures de sécurité envers les autos, c'est la réduction des méfaits. Tout ce que l'on fait dans la vie, il présente des risques. Il faut accepter aussi les risques, il faut les comprendre et voir lesquels ils sont. Il faut aussi neutraliser le langage qui peut être un obstacle aux bonnes décisions. Et comment est-ce que ça s'applique au secteur des services de la lutte contre la violence fondée sur le sexe? Alors, j'étais heureuse de voir que l'Agence de santé publique du Canada a fait un appel de devis, donc de propositions dans ce domaine, parce que ça fait longtemps que j'y travaille et je voulais que le secteur se comporte mieux, particulièrement le travail EQUIP et le travail de STCTV. Et de, jusqu'à ma retraite, c'est ce que je souhaite faire encore. Il y a deux types de faits probants qui appuient du côté de la recherche. Pourquoi c'est important? Voici un document. Et encore une fois, tout ce que vous voyez ici, vous pouvez y avoir accès. Si vous avez besoin d'une de ces ressources, vous n'avez qu'à m'envoyer un courriel, je vous enverrai le document. Mais il s'agissait de ma collègue Tara Mandler et moi qui avons fait une recherche sur ce qui est efficace dans réponse à la violence fondée sur le sexe et aux interventions pour les personnes survivantes et pour les couples aussi. Alors, il s'agit de travail structurel, de STCTV qui a une lentille, une optique structurelle et c'est ce qui est le plus efficace. Il y a donc un impératif de fait probant autour de cette question, plutôt que de le faire du côté individuel et dire ah sortez-vous de là ou gérez votre problème. C'est plutôt cette compréhension critique de ces causes profondes structurelles. En même temps, donc Katrina et Angélique ont écrit un document semblable concernant comment on peut utiliser le CTV pour ceux qui vivent des situations de violence, d'IPV, et on sont venus à des conclusions fort semblables. Katrina et Angélique, par exemple, ont travaillé là-dessus et il y a de bonnes raisons de commencer à orienter nos interventions et en parler aux décideurs politiques également. Donc, avec un financement de l'Agence de la santé publique du Canada, nos collègues travaillent pour équiper en fait le secteur de la lutte contre la VFS avec des outils pour l'équité. Nous travaillons donc pour les survivantes, pour des personnes ayant recours à la violence. Cela a été mis en œuvre dans 2 sites en Colombie-Britannique, y compris à London. Nous voulons vraiment voir comment est-ce que les immigrantes accèdent aux services dès leur accueil au Canada. Nous avons travaillé avec ANOVA
C'est l'un des gros centres ici en Ontario, le centre des London Abused Women Centre aussi. Et avec tout cela, nous savons que les 3 dimensions sont très importantes selon les personnes qui demandent d'accéder aux services. Mais, les STCTV, ont énormément d'importance parce que c'est ce qui résonne auprès des personnes qui travaillent déjà dans le secteur et parfois c'est un petit peu comme un cheval de Troie. On peut intégrer des choses, ou faire apporter des choses qui peuvent être un petit peu plus controversées via les SCTV et le secteur a pensé que c'était vraiment important de mettre l'accent là-dessus, que c'est une évolution nécessaire. Des questions liées à l'usage de substances, à la santé mentale et à la stigmatisation sont très prévalentes. Ce sont souvent ces questions qui, font qu'une femme a accès à un lit dans un foyer ou non. On sait combien les foyers sont débordés. Donc, ces choses que les personnes peuvent avoir dans le moment, peuvent nuire à la personne. Est-ce que cette femme mérite un lit ou des services? Ou alors, on va se dire peut-être, «Oh si elle est là, ça va pas être sécuritaire pour ses enfants». Alors qu'entend-on par sécurité? Confort, perturbation ou réelle sécurité? Ce sont des questions très difficiles. Moi, je vis au centre-ville de London. Nous avons vu, vraiment un pic de l'itinérance et parfois ces personnes-là sont vraiment dans une terrible détresse. Ils ont des comportements assez étranges dans la rue et on peut se dire: «Bon, soit je ne vais jamais plus aller au centre-ville ou alors je vais essayer d'aider cet homme-là à accéder à, des services». Donc, c'est important de démystifier, de déballer ce que l'on entend vraiment par sécurité. Parce que bien parfois on est un peu complice de ce manque de traitement des gens. Alors, comment est-ce que les soins axés, sur l'équité, via donc les TCTV peuvent orienter la pratique? Eh bien, nous savons que les personnes qui ont subi de la VSS sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques, d'une mauvaise santé mentale, d'un usage problématique, de substances. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques sont plus susceptibles de consommer des substances. La VFS a des effets cumulatifs sur la santé mentale, sur toutes sortes de choses, même on pense au sommeil perturbé. Tout cela est très complexe, et cela contribue à un sentiment de mal-être qui fait qu'il est difficile de prendre des, décisions. Si on ajoute à cela des violences comme par exemple d'avoir été étranglé ou frappé à la tête, vous voyez combien il est difficile de prendre de bonnes décisions pour la suite. Et donc, quand on rajoute à tout cela les expériences de violence structurelle, cela ne fait qu'aggraver, les effets de la VFS. Donc on voit que ces 3 dimensions interagissent. Quand on pense à l'usage de substances de façon spécifique, là encore, il y a des mythes qu'il faut démystifier. L'usage de substances est souvent considéré comme une cause de violence et donc souvent utilisé pour excuser ou disculper les auteurs de violences. «Oh, il avait trop bu», c'est, un peu une excuse ou «Elle avait trop bu», «Tout le monde avait trop bu». Mais c'est considéré comme augmentant la vulnérabilité aussi donc des survivantes et donc on les blâme souvent de s'être mises dans une situation où elles subissent de la violence et cet, usage de substances peut aussi être utilisé comme tactique pour commettre de la VFS. Le fait donc de, c'est une coercition, je suis le seul à pouvoir, te procurer ces substances et donc quand la femme cherche de l'aide, qu'elle est dans un foyer, je l'ai entendu, de la part de l'un de nos partenaires de service, c'est l'ex-partenaire qui est son fournisseur, donc elle n'arrive pas à le quitter. Elle sait où il se trouve, il sait où elle se trouve, c'est très problématique. Voici un diagramme dans lequel je ne vais pas, entrer, mais on voit simplement donc, l'intersection du stigmatisme qui cause tant de méfaits. Heureusement, nous avons un module de formation complètement gratuit que vous pouvez trouver ici avec, ce code QR qui déballe tout cela, qui vous aide à comprendre les liens qu'il y a entre la douleur chronique, les expériences, de, violence, traumatisme, le traumatisme, la et donc comment cela, interagit avec, donc l'expérience
des personnes. Maintenant, quand on passe quand on ajoute la violence, donc à l'approche tenant compte des, traumatismes, quand on y ajoute à cela, donc tenant compte de la violence, cela change la façon dont on conçoit les services pour réagir non seulement à ce qui est arrivé, dans le passé, mais aussi à ce qui se produit peut-être encore dans la vie de la personne et donc on va, recadrer les conséquences futures peut-être pour, la cliente. Comme par exemple, votre organisation et vous, fournisseurs, devez être prêts au fait que la personne continuera peut-être d'utiliser des substances, si vous voulez vraiment avoir des soins basés sur l'équité et assurer la sécurité de vos clientes. Maintenant cette, approche plus structurelle, ne pense plus: «Oh, il y a quelque chose qui va mal dans la tête des gens», à «il leur arrive quelque chose dans leur vie». C'est hem, une transition importante, parce que cela permet vraiment d'avoir, plus, d'empathie et donc, un meilleur, soin. Il s'agit de reconnaître, la complexité, la chronicité du traumatisme dans les faits et dans les relations brisées qu'il y a et la difficulté qu'il y a à se dépatouiller de tout cela. Alors les 4 principes de la TCTV sont très simples, tout dépend donc, du contexte bien sûr, mais il s'agit d'inclure les principes clés, il peut y en avoir, une dizaine. On a essayé de les simplifier ici et d'en avoir, 4 seulement dans nos travaux et dans les programmes que je développe, j'intègre parfois, les principes 3 et 4 parce qu'ils sont, hem, assez, liés. Donc il y a des environnements, hem, bâtis sur, les forces des femmes et puis aussi on va se fonder dans le travail, sur nos forces, vos forces, tout cela est assez lié. Il faut être, sensible à tout cela et donc ce travail actif pour faire tomber la discrimination et la stigmatisation, s'agissant peut-être d'usage de substances, hem, de capacitisme, et cetera, d'essayer de contrer cela dans vos organisations et d'appuyer les, animateurs et votre personnel, à savoir donc leur donner peut-être un peu plus de temps et écouter leur expertise, parfois dans le moment, quand une personne arrive, dans un foyer en pleine crise, vous avez des décisions à prendre sur le tas. L'organisation doit donc, offrir une certaine souplesse et l'éducation nécessaire bien sûr, au personnel. C'est important en termes donc, d'intégration du personnel, en termes de relations humaines. Voici, le livre, hem il y a donc, un chapitre sur, comment avoir cette approche, dans les structures. S'il s'agissait donc, de la maltraitance des, aînés et d'intégrer aussi donc le secteur, des STCTV là-dedans, c'est très intéressant. Bien sûr, si vous achetez, le livre, ils auront un petit peu de droits d'auteur, c'est parfait. Bon, alors comment, commencer? Quels sont les premiers pas? Je pense que cela résonnera avec vous tous. Il s'agit de commencer par la façon dont on réfléchit, on pense aux gens et aux interactions qu'on peut avoir à eux. Plutôt que de dire: «Bon, ils inventent tout ça», dire: «C'est difficile à entendre» et à dire. Plutôt que de dire: «C'est une victime», «C'est une survivante», plutôt que de dire, «Elle ne s'en remettra jamais», elle peut s'en remettre. Elle a survécu jusque maintenant. Comment est-ce que, la la personne gère, eh bien, posez-lui la question. Ça permet justement, cette pensée STCTV, de contrer les biais qui sont parfois inconscients. Et puis, le langage qui est si important, je le disais. C'est bien que évident que les gens peuvent s'appeler comme ils le souhaitent. Je respecte cela. Je travaille avec des personnes qui s'appellent eux-mêmes dépendants, junkies, mais ça n'est pas la façon STCTV, de parler d'une personne, d'une patiente, d'une survivante dont vous vous occupez. Donc tout d'abord, mettre l'accent sur la personne. Hem, vous rendre compte que c'est un des moments, un des petits moments peut-être, que vit la personne dans sa vie, mais que ça ne résume pas toute sa vie. Si la personne est,
aujourd'hui même en itinérance, elle ne sera pas forcément, et on espère qu'elle ne sera pas toujours en situation d'itinérance. Et puis aussi, respecter l'autonomie de la personne. Quand, la personne, ne respecte pas vos conseils, ce n'est pas, une non-conformité, mais c'est simplement, qu'elle a le pouvoir, donc de dire non. Donc, c'est plutôt cette approche de pouvoir, de hiérarchie, c'est important. Il faut aussi normaliser, recadrer, valider l'expérience des gens. Cela commence, bien entendu, en, croyant aux survivantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donc évaluer, l'affaire, mais qu'on va être à son écoute, hem, dans ce qu'elle a à dire dans le moment. Et puis, c'est un langage aussi qui est axé, orienté vers l'avenir. C'est important pour les interactions avec les clientes, mais aussi quand vous parlez des clientes, quand vous en avez à en parler avec, vos collègues. Vous ne voulez pas que ce langage stigmatisant suive les patients dans son dossier, dans leurs dossiers, par exemple. C'est bien souvent le cas dans les dossiers médicaux. Si vous avez donc dépendant ou junkie dans le dossier médical, cela va vous suivre et les interactions vont en être affectées. Donc c'est très important d'avoir cette approche STCTV quand vous documentez la personne. Alors, on a mis cela euh, dans l'exemple des femmes qui ont vécu une violence conjugale, et on a donc ce modèle qui est écouté de près avec empathie sans juger. Cela s'intègre avec les principes des STCTV. Plutôt qu'une liste de vérification avec toutes sortes de questions horribles, quelle que soit la raison pour laquelle la femme vient vous voir, vous pouvez chercher des signes, des symptômes de violence et dire: «Je m'inquiète pour votre sécurité aujourd'hui. Est-ce que tout va bien à la maison?» Ça, c'est une approche vraiment beaucoup plus tenant compte du traumatisme et de la violence. Cela ouvre la porte à la personne, mais cela lui laisse aussi, la liberté, de répondre, ou non, plutôt que d'avoir une liste de vérification. «Est-ce que vous avez été, violée? Est-ce que vous avez subi des sévices?» et cetera. Je dirais que bien souvent, les listes de vérification répondent aux besoins des systèmes et non des, survivantes. Il y a des façons dont on peut recadrer tout cela, surtout à l'accueil, pour, faire en sorte que la femme réussisse, qu'il s'agisse donc, de pouvoir, rester dans un foyer ou, être accompagnée par un soutien, psychologique. Alors maintenant, j'ai ma collègue aussi qui essaie d'avoir une approche STCTV pour la réorientation des personnes, surtout des hommes en fait, qui causent des préjudices. Je dis hommes parce que ce sont souvent eux que l'on aiguille de force vers, ces, programmes. Alors, là aussi, il s'agit de recadrer, et comprendre que la résistance, peut venir de différentes sources. Parfois, c'est actif: «Je n'ai rien fait, c'est elle le problème, je ne devrais pas être ici». Quelqu'un qui est vraiment très résistant, et ça va être difficile de faire évoluer la personne, ou alors la source, c'est peut-être, son propre traumatisme. Et c'est très important toujours de trouver un juste équilibre entre responsabilité et compréhension. Ne pas commencer simplement par, heu, quelque chose de négatif. Alors via ce programme, on a un autre, livrable. Ce sera un programme spécifique pour ce secteur. C'est peut-être pas tous, mais bon. Hem, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de soutien pour l'accueil de nouveaux personnels avec, le programme de la VFS, ce qui existe pour les survivantes. Katrina et la CREVAC offrent toutes sortes de cours en ligne qui sont disponibles. Bien sûr, nous allons, envoyer des liens, vers cela. On n'a pas nous-mêmes à refaire le b.a-ba de la VFS parce que tout cela existe déjà. Mais ça n'est pas la même chose, du côté des personnes qui causent ces préjudices. Donc nous sommes à créer ce programme pour le secteur, et c'est du travail vraiment très intéressant d'avoir cette lentille des STCTV pour ce secteur-là. Voici quelques-uns des outils que nous avons, développés. Tout d'abord, l'adaptation d'un outil qu'on avait créé pour
enfin en dehors du secteur un peu, mais ici on s'intéresse vraiment à savoir à quoi est-ce que cela ressemble, d'évaluer les services que vous proposez. Est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce qu'ils sont sécuritaires ou non? Si on a l'approche STCTV. C'est un peu comme quand une femme entre dans un foyer pour la première fois. Qu'est-ce qu'elle voit? Est-ce que pour elle, les portes à double verrouillées, elles représentent une sécurité ou une prison? Donc, c'est important d'en parler avec le personnel et de poser la question aux femmes qui viennent dans les foyers. Ou alors, ce que pensent les enfants. La première fois que je suis allée dans un foyer avec ma fille de 11 ans pour une activité de décoration de gâteau, elle m'a dit: ça fait peur ça, que les portes se verrouillent derrière moi. Alors, comment est-ce que les enfants voient cela? C'est important d'y penser aussi. Deuxième outil, c'est un outil qui peut aider à la discussion sur l'utilisation de substances et la VFS. Ces deux outils existent déjà. Vous pouvez y accéder via les codes QR. Alors voici ce qu'a mentionné Katrina tout à l'heure. C'est un programme qui vise plusieurs choses: la santé, les services sociaux, les foyer pour itinérants. Et il y a des volets pour différents professionnels qui travaillent dans différents domaines et différents contextes, avec des principes larges, largement applicables. C'est un cours de 8 heures et je crois qu'on est à 9000 participants. Et voici maintenant le nouveau programme qui devrait être prêt d'ici Noël, si je peux y travailler un petit peu, avec de très belles illustrations. Mark Evans qui nous aide à développer ces exemples et à leur donner vie via l'illustration. Cela, ça sera ajouté au cours du CREVAX avec différentes choses aussi. Voici, alors ici, c'est un document qui est très utile pour les journalistes qui demandent simplement pourquoi est-ce qu'elle n'est pas simplement partie, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien signalé. Et cela montre effectivement combien il est difficile de comprendre qu'on est dans une relation abusive, de se mettre cette étiquette là-dessus et pour un fournisseur d'offrir cette approche d'STCTV, c'est quelque chose qui est fondé sur un travail qualitatif et on espère que c'est quelque chose qui peut être compréhensible par le grand public. Et puis, j'ai parlé de iHeal. C'est une appli qui est disponible en anglais et en français partout au Canada, avec des liens vers les ressources provinciales. Et c'est une appli aussi qui se base sur les principes des STCTV. Et c'est un bon complément à l'approche de vos services, peut-être pour les personnes qui seraient en liste d'attente pour vos services. Alors, pourquoi, en résumé, est-ce que les CTV sont essentiels pour les services de lutte contre la VFS? Tout d'abord parce que c'est efficace. Ça inclut donc cette lentille d'équité. Cela garantit que l'on offre des espaces sécuritaires et inclusifs pour toutes les femmes, quelle que soit leur expérience. C'est vraiment fondé sur l'empathie, la sécurité et le respect et non pas le jugement. Hem et cela vaut aussi pour les fournisseurs. On veut s'assurer que vous soyez, en sécurité dans votre travail, que vous soyez respectés via l'équité salariale notamment et autre chose. Sans quoi, eh bien, vous quitterez vous aussi et on n'aura plus cette service. Alors, je conclus souvent ici un petit, appel à la réflexion. Comment est-ce que cette perspective peut vous aider dans votre travail, quel qu'il soit? Que ce soit, la supervision, la pratique, la gestion, le leadership, la politique et par quoi est-ce que vous commenceriez? Voilà. Thank Merci, you un grand, grand merci. listening. I'm just always in awe. Je suis And toujours there were so tellement many ébahie par, ce que vous nous dites. Tant de ressources là-dedans. Ce qui résonne le plus pour moi, c'est cette, notion de résilience indirecte structurelle.
C'est vrai que j'aime beaucoup aussi les, relations de soins, about how do we create those de structures se dire for comment est-ce qu'on crée ourselves. ces structures pour nous-mêmes, pour, les gens que nous desservons et les gens avec qui nous travaillons. Parce que quand on, We have time fait cela avec, nous-mêmes, c'est important pour nos relations avec les autres. Est-ce qu'il y a des questions yeah. peut-être? I s- Wait 1 second. We need to do it. The OK, c'est mics are très very important important. I'm so aussi sorry, people. d'avoir, la parole, le micro pour la Hi traduction. there. Bonjour, No, Megan. I'm also I'm a PhD student at Je Western suis, University. doctorante aussi à Western et ma And my question, question was, I just wanted to piggyback enfin, je voulais off of rebondir, sur, um, ce que disait, Katrina. Est-ce qu'on disait résilience informée par la structure? Enfin, I kind of like structural moi, j'aime bien vicarious. cette notion de résilience, structurelle indirecte parce que cela montre bien que l'on travaille ensemble comme équipe, on se soutient les uns les autres en tant que communauté, en tant qu'équipe. On n'est jamais, laissé à soi. C'est important. Bien souvent quand on dit résilient, on dit: «Eh beh, soyez donc résilient, tout seul». J'aime bien cette notion justement de résilience, structurelle, indirecte et je sais que quand j'ai parlé à des fournisseurs de soins pendant la covid, Because of the COVID restrictions, they weren't qui able ne to pouvaient pas se rencontrer pour parler de leurs clients, had heu, overdosed. And that qui grieving étaient process souvent morts required de surdose tools on et supporting provider well-being, as I showed you at the beginning. One is je individual sais practice qu'il y a plan, another l'outil is de, heu, pratique individuelle, mais il y a aussi des outils donc, individuels et on a, pardon, communautaires et c'est vrai que c'est important pour le deuil. Quand on parle avec les gens qui, sont dans la pratique, ils nous disent que le fait de se soutenir en personne, ensemble, pour, gérer son propre traumatisme, c'est très important. Yeah. Ça répond à votre question? No. I think that's one of the Question hors next micro. things, Réponse: that I «Non». mentioned. I have a J'ai document mentionné que that's j'ai, looking at une the étudiante, au research doctorat of what qui, organizations that fait un use examen pour savoir, ce qui provider existe well-being déjà. and what's currently Ensuite, on needed, commencera à to parler support aux, participating providers partenaires, donc, violence qui, treatment travaillent à cela de façon un petit peu indirecte aussi, via, les foyers, les organisations de VFS. On essaiera justement de voir à quoi pourrait ressembler une intervention et donc on va essayer de voir, comment cela sera. Mais oui, c'est vous qui êtes les premiers à entendre parler de cela. Ça n'existe peut-être pas encore, mais ça s'en vient. One more, yeah. Dernière question? Oh, OK, OK. C'est bien? Mmh. OK, merci. J'aime bien écouter toutes, ces recherches-là, puis toutes, vers quoi ça amène, mais c'est plus une réaction personnelle en tant que survivante des pensionnats autochtones. Le mot résilience, c'est sûr que ça a été dur pour moi d'accepter le terme survivante. Puis, bon, il y a le mot résilience qui résonnait en moi, mais à un moment donné aussi, résilience, c'est comme si ça me tirait encore vers l'arrière, comme si j'étais toujours en survie. Puis le mot avec lequel je me sens comme justement un peu sortie des traumatismes parce que les traumatismes intergénérationnels, ça m'a beaucoup, en tout cas, j'ai eu à me débattre avec tout, qu'est-ce que ça qu'est-ce que j'avais en dedans. Puis aujourd'hui, le mot qui me parle, puis qui me donne beaucoup d'espoir, puis quand je vois aussi chez moi toutes ces personnes-là qui sont encore aux prises avec des, multiples traumas de leur histoire là, ben, c'est le mot résurgence
qui me parle maintenant. Miigwech. Merci Thank you beaucoup. so much for your Résurgence, Resurgency is a c'est un mot wonderful merveilleux, formidable, magnifique. structural vicarious Résurgence structurelle, indirecte, est-ce que cela vous irait? Ça brise. Oui, Mhm. merci beaucoup Thank you so much for sharing that. d'en avoir parlé, d'avoir partagé cela. Thank you. Merci, merci tout le Thank you, monde. everybody. Again, Encore une Nadine, fois, Nadine, j'apprécie vraiment vos pensées, vos réflexions. Maintenant, je vais faire un tout petit peu de publicité, my marketing for the un petit peu de next marketing pour la suite, là où vers quoi nous nous dirigeons. Nous allons faire une petite pause dans cette salle. Nous allons parler du programme Astra. is C'est un programme périnatal. Et puis, il y aura une histoire proposée par Intercant. Dans l'International A, il y a les mini-présentations, donc toutes sortes de choses qui s'y passera. Dans la salle Paris, on va passer plutôt dans l'utilisation de substances et la VEPI. Puis dans la salle London, il y a une série de présentations, l'expression basée sur l'art avec les nouveaux Canadiens, les traumatismes crâniens, pardon. Et puis dans la salle New York, 2 ateliers. Un, comment est-ce que les hommes noirs peuvent être des leaders dans la prévention de la violence familiale. Je suis vraiment ravie de voir la diversité de présentations, toutes les connaissances, l'expertise, l'expérience qu'il y a ici sur comment appliquer tous ces principes dont on parle. Une dernière annonce, and that is le REVAC, has been if you are not, et please si vous n'y êtes pas abonné, veuillez vous abonner à notre liste de publications. On est vraiment honoré de pouvoir parler du travail des experts en Ontario et ailleurs au pays. Et puis, une fois par an, nous essayons d'organiser a really special un bel événement en l'honneur de Peter Jaffe, qui a été le directeur du CREVAC pendant de longues années. Et nous avons donc les conférences Peter Jaffe, où nous invitons quelqu'un de l'étranger, peut-être, qu'on n'entend que trop rarement. Et dans tout ce que l'on fait, dans ces espaces, je ne m'empêche pas de penser à mes adolescents qui vivent en ligne. Et je suis inspirée par les conversations que j'ai entendues in that dans in younger people enfin, chez les jeunes, les moins jeunes aussi, mais les jeunes parlent beaucoup de la sécurité dans les espaces en ligne. Qu'est-ce que c'est que le soin, les liens, l'équité, le fait de tenir compte des traumatismes dans un espace en ligne, virtuel? À quoi est-ce que cela ressemble et qu'est-ce que l'on doit faire pour créer ce genre de structure? Alors cette année, this year because of the way the world is au right vu de now, l'état du monde actuel, nous avons invité une collègue américaine, Cynthia Miller-Idris, qui dirige Pearl, polarization and extremism un research. laboratoire de recherche et d'innovation sur la polarisation et l'extrémisme. Elle va présenter une conférence sur la VFS et à l'extrémisme violent. Il y a des informations en ligne. Ce sera diffusé en ligne aussi si vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais si vous pouvez venir à London, ce sera en direct aussi en personne. Alors, belle pause et nous nous retrouvons tous ensemble plus tard cet après-midi.